7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Vous désirez associer votre image à un événement planétaire par le canal de Taxi FM? Dès le 14 juin, soyez aux couleurs de la Coupe du Monde Russie 2018 dans le journal du mondial, tous les jours entre 7h et 7h10. La Coupe du Monde Russie 2018 se vit sur la radio géniale Taxi FM 93.1. Info 90 08 92 51 70 40 66 66. Hands up for your color. Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio. Taxi Presse de ce mercredi. C'est avec Tchakala Alerou, le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adja, le patron du journal Ara Kiri et de l'agence de presse AfriPresse, Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express, et Kenanou Issifou, le patron du journal Estrade, qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Nous parlerons politique beaucoup plus ce matin avec les manifestations de la coalition qui semblent mal parties ce matin. Et comme depuis quelque temps, les forces de l'ordre ont envahi les points de ralliement des manifestants et le point de chute de la manifestation. On reviendra un petit peu sur le sujet. Et puis sur la rencontre de samedi dernier à Lomé, vous comprendrez que nous parlerons du comité d'action pour le renouveau car qui a adressé un courrier déjà le 21 mai dernier au reste des membres de la coalition pour que le format du dialogue soit revu. Que dira après la CEDEAO? On va en parler. Nous parlerons également du président ivoirien Ado et puis du président nigérien Issifou qui dit qu'il est un démocrate qui n'ira pas à un troisième mandat chez lui. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le confrère Forum de la semaine qui parle du drame au grand marché de Lomé après la prise en charge des blessés, l'identification des causes. On lira l'article dans le journal Manifestation publique des 6, 7 et 9 juin de la C14. De quelle couleur seront les rues de Lomé à partir d'aujourd'hui? Se demande le confrère Forum de la semaine. J'ai envie de répondre, mais bon. Le quotidien Liberté qui parle aussi de la coalition qui maintient ses manifestations sur aujourd'hui, demain et samedi. Vous lirez l'article à la page 4. Le PNP qui dément, lui, les supposées divisions au sein de la C14. Ouro Dikpa Tchatikpi. Nous sommes ensemble et nous irons jusqu'au bout, lance le conseiller de Tikpi à Tchadam. Et puis, la question de l'alternance maintenant. Refus de briguer un troisième mandat. Mamadou Issifou s'engage et conseille tacitement Fort Nyasingbe, analyse le confrère Liberté. Il y a le quotidien Togo Matin qui est aussi dans les kiosques ce jour. Togo Matin titre également sur les manifestations de la coalition de l'opposition. Le confrère écrit notamment que marche des 6, 7 et 9, la coalition des 14 défie le gouvernement et menace. Et puis en édito, le code foncier voté, vive le code, écrit le journal, qui revient un petit peu sur la question de la politique et des manifestations à la veille donc de la reprise du dialogue. Le CACIT se demande à quoi bon encore de manifester, écrit donc le confrère, le Togo Matin, je veux dire. Il y a le triangle des enjeux qui titre en confidentiel Maître Kwande Adjaré, pressenti prochain Premier ministre. Écoutez, on lira l'article à la page de ton nom. Attendez,
On lira l'article à la page 3 du journal. Effondrement de l'immeuble Saint-David au grand marché de Lomé. De nouveau, décès. La propriétaire portée disparue. Les vraies raisons, écrit notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal Le Triangle des enjeux. L'hebdomadaire Fraternité aussi dans les kiosques. Unir et la crise de l'alternance au pouvoir. Que devient Chao? C'est l'interrogation du confrère. Le journal qui parle de l'inculpation de 2 jeunes activistes pour avoir appelé à un 3e mandat au Niger. Message géopolitique de Issoufou pour Lomé, écrit notre confrère. Le journal qui revient sur le tournoi de Toulon, mais beaucoup plus sur la disparition d'un épervier. Un épervier s'est échappé du nid, écrit précisément le confrère. Fraternité qui parle également de la sécurité routière. Le coût du permis 2 roues ramené de 10 000 à 5 000 avec formation gratuite à des motocyclistes. Vous lirez l'article dans le journal Fraternité. Il y a Arakiri aussi avec le grand dossier du journal. Ce que l'affaire Wari et d'appels d'offres informatiques nous apprennent des réels problèmes de l'OTR. Vous lirez l'article dans le journal à la page 2. Dialogue, les révélations de Maître Yaovi Agboibo sur la rencontre du samedi 2 juin entre la CEDEAO et les acteurs politiques togolais. C'est ce que le confrère nous propose à la page 2. Politique encore avec ces raisons qui empêchent la coalition de l'opposition d'aller de l'avant. Et puis en confidentiel aussi, titre le journal, mais pas sur le Premier ministre. Voici la feuille de route probable de la CEDEAO pour le règlement définitif de la crise au Togo. Vous lirez l'article dans le journal et puis ce fait divers. Bientôt, un syndicat pour les prostituées de Lomé. Après vous avoir reçu ce matin, il y a un auditeur qui nous a posé une question. Est-ce que bientôt, on ne risque pas d'avoir un syndicat pour les voleurs? Voilà, enfin, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On est au Togo. Tout est possible. Alors, très bien. Écoutez, on lira l'article sur les prostituées dans votre journal Arakiri ce matin. Les professionnels de sexe. Parfait. D'accord. Pour dire la même chose à la fin. D'accord. Alors, la dépêche aussi est dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur la journée de l'arbre. Il faut passer du symbolique à la réalité. Et puis, face à l'inertie des acteurs, la CEDEAO prend le dossier togolais en main. La C14 maintient ces manifestations, écrit notre confrère, la dépêche. Il y a le journal Sika qui est aussi dans les kiosques ce matin. Affaire de marche au Togo. Au Togo, là, c'est devenu dangereux lourd. Enfin, écrit le journal. Avec une jolie caricature, c'est pas mal quand même. Vous lirez les articles. Il y a beaucoup de sujets traités par le confrère ce matin. Que veut un ambassadeur, par exemple, peut-on lire dans le journal. Et puis il y a d'autres sujets également. Je ne vous en dis pas plus, vous avez tout ça là-dedans. Le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Il y a le bi-hebdomadaire Le Libéral qui parle aussi de la crise politique au Togo. La solution CEDEAO très imminente, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'amélioration du climat des affaires. Le permis de construire désormais à moindre coût, écrit notre confrère. Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO. Quel bilan après un an d'exercice? Vous lirez l'analyse du journal. Et puis, par rapport aux manifestations des 6, 7 et 9, les leaders de la C14, très peu enthousiastes, hormis le PNP, vous lirez l'article dans le journal. Et à la manchette aussi, la coalition maintient ses itinéraires, les insuffisances du ministre Boukwesi mises à nu, écrit le journal. Alassane Ouattara, Jean-Claude Brou et Faure Gnassingbé, le spectre d'un autre complot contre le Togo, voit le confrère. Le journal qui parle également de la mission de la CEDEAO au Togo. Le CAR, beaucoup plus qui revient sur les dessous de nouveaux formats du dialogue. Le confrère nous propose d'ailleurs la lettre que le comité d'action pour le renouveau CAR a adressée à la coalition. Vous lirez tout cela dans le journal, la manchette qui est dans les kiosques ce matin. Il y a aussi le journal Le Dialogue, manifestation politique du G14, les 6, 7 et 9 juin prochains. Le gouvernement ne s'y oppose pas, mais reste intransigeant sur les itinéraires. Vous lirez l'article dans le journal. Rencontre entre la CEDEAO et les acteurs politiques au Togo. Le ministre Bawara explique les enjeux de la nouvelle feuille de route de la CEDEAO.
Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet, un autre journal, si vous voulez, c'est Dunia Le Monde. Dunia qui parle d'écroulement de 2 étages d'un immeuble au Grand Marché de Lomé. Problématique de la mauvaise construction des immeubles. C'est ce que le confrère a écrit. Vous lirez l'article donc dans le journal à la page 4. Pouvoir et opposition divisés sur les itinéraires des manifestations d'aujourd'hui, de demain et de samedi. Vers 3 jours de tension provient déjà le confrère Dunia Le Monde. Le journal qui parle également de l'accrochage entre le PNP et l'ANC, la coalition de plus en plus divisée, croit savoir notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal Dunia Le Monde. Il y a aussi Focus Info. Focus Info qui publie un dossier sur l'Université de Lomé. Le choix du label de qualité, écrit notre confrère. Politique, dialogue, la méthode du CAR, le confrère revient là-dessus. Et puis sur l'économie avec le Togo, le Togolais Senam Kofi, parmi les 10 acteurs de la tech continentale. L'article à découvrir dans Focus Info. Le messager aussi dans le kiosque avec la crise au Togo. On comprend mieux les mobiles du refus d'Akufo-Addo de recevoir la C14 à Accra. Prochain sommet de la CEDEAO. Désormais, seul espoir, c'est l'interrogation du journal qui revient bien sûr sur la question des manifestations avec le gouvernement qui reste ferme sur les itinéraires à emprunter. L'État affirme désormais son autorité pour permettre à chacun de jouir de ses droits. Vous lirez l'article dans le journal Le Messager. Je pense qu'on a fait le tour des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Alors, ce mercredi, outre Le Messager, vous avez le journal Sika, il y a le quotidien Forum de la semaine, quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Vous avez le journal Le Triangle des enjeux, Le Messager, Le Dialogue. Vous avez Fraternité qui est aussi dans les kiosques, La Manchette, La Dépêche, Dunia Le Monde, Harakiri et Focus Info. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et ce n'est pas faux. Merci de nous avoir rejoints sur Radio Taxi FM. Bonjour Tchakala Alero, mon grand citoyen d'État. Bonjour Saint-Éric et bonjour aux grands citoyens d'État qui nous écoutent. Et joyeux anniversaire au président de la République et à Guy Mario. Oui, Guy Mario aussi fête son anniversaire aujourd'hui. Non, ils ne sont pas des jumeaux. Bon, mais merci. Il n'y a pas que. Aujourd'hui, vous savez, vous comprenez qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont nés le 6 juin. Je vous ai quand même pensé à quelqu'un sur la plateforme de Taxi Press, New Self. New Self, qui souffre une bougie de plus aujourd'hui. Je vous donne un serre à lui. Et puis, un ami, il s'appelle Elino Dorkenou. Oui, il est d'accord. Non, on va faire ça pour rire. Je donne un serre à lui également. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État, Olivier. Rebonjour, on va dire. Oui, rebonjour. On est ensemble dans le taxi depuis le matin. Oui, ça c'était Eric Gatton, grand citoyen d'État. Donc Eric, et aussi bonjour à tous les grands citoyens d'État et à toutes. Il ne faut pas oublier les citoyennes qui sont aussi grands citoyens d'État. Oui. Et puis bonjour aussi à mon cher ami Esao depuis la province de Yoto. Très bien. Bonjour. Isidore. Je ne sais pas que tu rivalises d'ardeur avec les papes. Qu'est-ce qu'ils ont fait le pape? Non, ça c'est Tété. Eric. Non, c'est le saint. D'accord. C'est la Bible qui me dit que je suis saint. Ok. Alors là, je te souhaite beaucoup de chance. Et bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas de chance là-dedans quand même. Il est saint. Point. Point final. On va le débat. Bonjour mon cher ami Kenan Sifou. Bonjour, ça c'était Eric Gatton, et que Dieu t'accorde plus de sainteté encore. Et comme on l'a dit, joyeux anniversaire donc à tous les Togolais qui sont nés aujourd'hui et toutes les créatures de Dieu qui sont nées aujourd'hui.
Et voilà, bonjour à ceux qui nous écoutent. Si vous à ma famille particulièrement. C'est toujours important de le dire. Hein. Et beaucoup de courage aux musulmans qui sont en carême. Pourquoi ce courage intervient là-dedans? Oui, parce que ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est un choix. Non, mais à partir du moment où c'est vrai que l'on l'a accepté, et l'on sait d'ailleurs que ça arrive de manière régulière et constante, on est habitué. Et puis, je vous le dis, les musulmans jeûnent souvent lundi, jeudi. Ils font 3 jours dans le mois lunaire. Et je crois que les musulmans, ils sont habitués au jeûne. Quoique, ça reste qu'on peut toujours souhaiter. C'est une souffrance particulière. Non, en réalité, non. Mais en disant du courage, c'est juste pour dire qu'on est de cœur avec eux. Je crois que c'est ce que Isidore voulait dire. Vous le prenez avec philosophie. Je vous en remercie. Merci aussi. Isidore, il se trouve que vous êtes au Grand Marché de Lomé. Évidemment. On a tous assisté à l'horrible scène de vendredi passé. Comment est-ce que vous avez vécu ça, puisque vous étiez très près? Oui, je suis à 500 mètres près du lieu du sinistre. Je représente que vous habitez là. Oui. Au Grand Marché. Vous avez aussi un immeuble là-bas. Évidemment. Vétuste. Il faut vous êtes en danger. Hein. Non, pas de haut niveau quand même. Donc c'est les rentiers. Non, au fait, c'était un drame qui s'est abattu sur la population togolaise. On parle de 2 morts, mais selon mes informations, il y a plus de 2 morts. Je ne peux pas avancer. Il y a combien de morts? Je ne peux pas inventer des chiffres ici, parce que les témoins oculaires, au moins, ont dénombré 4 à 5. Comment dire, à quelques minutes après le sinistre, après le drame. À y voir de près, c'est la conception même de l'immeuble qui pose problème. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un balcon peut céder comme ça. Et c'est un balcon, on l'a monté sur palpin. Ce n'est pas un béton armé, et l'espace, c'est un balcon de 1,20 m à peu près, dont les abords ont cédé, qui ont tombé sur un autre qui a cédé, ainsi de suite. Allez imaginer ce qui s'est passé là-bas. Je pense que celui qui a réalisé l'ouvrage devait être en prison actuellement, si nous sommes dans un pays qui se respecte. Le confrère Le Triant des Enjeux nous apprend ce matin qu'il y a de nouveaux décès parmi les blessés. Oui, et que la propriétaire est portée aujourd'hui disparue. Portée disparue. Bon, ça, je ne saurais le dire. Oui. Peut-être elle a eu peur parce que c'est à lui, la responsabilité lui incombe. Mais les informations que j'ai eues aussi, c'est que la dame, après la réalisation des travaux, s'est indignée. Dit que non, ce n'est pas ce qu'elle voulait qu'on lui a réalisé. Et quand on a déjà mis les carreaux, non, elle n'a pas la compétence de pouvoir jauger. Et quand vous voyez que c'est les barres de 6 qui ont permis, qu'on s'est servi pour pouvoir faire les raccordements, c'est pénible. Je ne suis pas ingénieur en bâtiment, mais je sais que pour ces genres d'ouvrages, c'est des barres de 12, de 14. Et ce ne sont pas des fers cuits à chaud, mais à froid. Parce que la résistivité est plus dense quand c'est à froid que c'est à chaud. Et qu'on se permette de faire ces ouvrages avec des barres de 6. En tout cas, sous d'autres cieux, cet immeuble doit être déjà démoli. Tchakada Lero, quel commentaire avez-vous par rapport à ce sujet? Non, c'est un autre drame, malheureusement, qui a encore frappé le peuple togolais. Vous savez, cet immeuble, il paraît qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Il a pris un peu d'âge. Et le vent, avec le ciel de mer, a un peu eu raison des barres de fer. Et maintenant, quand il s'agit maintenant de colmater les brèches, les rafistolages et tout ça, là, vous savez, quand on met du nouveau vin dans une vieille outre,
la catastrophe ne peut être que, l'explosion ne peut être qu'immédiate. Donc c'est ce que nous observons au niveau de cet immeuble. L'immeuble, il a duré avant que les travaux de réfection ne soient entamés là-dessus. Vous voyez, non, du vieux sur du neuf, du neuf sur du vieux. Vous voyez, ça ne peut qu'arriver. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de voir un peu ce qu'il faut faire pour encore éviter d'autres drames. Parce que si c'est le haut qui se met à se décoller, à s'effondrer sur de paisibles commerçants qui sont allés là-bas chercher leur pitance de tous les jours, ça veut dire que il y a aussi risque. Si le haut n'a pas été consistant, c'est pas le bas qui le sera. Donc ça veut dire qu'il faut dès à présent déjà penser à quelle sorte chose donner à réservé à cet immeuble. Il faut complètement le démolir et cela relance. C'est encore un autre débat. Tous les immeubles qui ont été bâtis dans cette zone-là, c'est des trucs qui ont été réalisés à la va-vite. Est-ce que ceux-là, ces soi-disant entrepreneurs ou bien ingénieurs en bâtiment, est-ce qu'ils ont respecté le dosage requis par rapport à ça? Vous voyez, vous arrivez là-bas, vous voyez un immeuble et quelques jours après, vous voyez qu'on est en train de monter des niveaux. Est-ce que le bas est fait pour soutenir 1, 2, voire 3 niveaux? Parce qu'on est friand du gain facile, parce qu'il y aura des preneurs pour emmagasiner des trucs, pour faire des boutiques et tout ça là. Donc, on essaie de faire sans tenir compte de certaines réalités. Donc, je crois qu'il faut relancer le débat là-dessus. Et tout le temps, c'est légion. Si c'est pas à Madahome, c'est au niveau de Corée. Et puis, bon, il y a d'autres drames que nous ne choses. Donc, il faut aujourd'hui. Et puis, la dernière fois, j'étais sur une station de radio avec Isidore Akolo, qui a eu à dire quelque chose qui m'a glacé le corps. Quand vous voyez les établissements scolaires, surtout du privé, à l'entame, ça commence avec un truc de fortune en bas. Et quelques temps après, parce que dans le coin, bon, les performances de cet établissement sont bonnes, et mine de rien, vous voyez 3-4 niveaux sur ce qui était... là, il y a peut-être 5 ans. 5 ans, quelque chose de fortune au niveau du Ré. On n'avait pas prévu peut-être... On n'a même pas prévu de ça. Donc, le besoin a créé l'organe, donc on a monté. Et là aussi, il faut s'en émouvoir, il faut se poser des questions. Sur la question de l'écroulement de l'immeuble au Grand Marché, on va l'écouler très rapidement. Vous voulez rectifier quelque chose tout à l'heure? Non, mais en fait, j'étais sur le plateau avec Fabrice Petiesi, c'était pas Isidore. D'accord, très bien. Olivier, maintenant. Non, mes confrères l'ont déjà dit, c'est-à-dire nous sommes en train de collectionner les incidents et les morts sans aucune mesure, parce que ça fait longtemps que nous avons de ces drames-là, et derrière, on n'a aucune annonce ni aucune mesure pour éviter donc cela. Ce qui me plaît chez les pays dans les pays développés, c'est que tout drame, on cherche à savoir les causes et à les éviter donc prochainement. Et surtout situer les responsabilités. Et éviter donc prochainement ces drames avec des normes, en édictant des normes que les gens doivent respecter dans les constructions. Ici, certainement que la dame ou bien le propriétaire ou la propriétaire, c'est ce nom de cet immeuble a fait appel à un architecte. Ça, c'est sûr. Certainement que les maçons ou du moins les ouvriers qui ont travaillé là-bas n'ont pas respecté les consignes ni les recommandations de l'architecte. Mais au-delà, est-ce que le sol sur lequel on construit l'immeuble, est-ce qu'on a fait des études topologiques ou bien comment vous dites topographiques, voilà. Donc est-ce qu'on a fait ces études-là? Parce que moi j'ai lu à quelque part que c'est un affaissement du sol et c'est normal avec la durée, le temps, le sol s'affaisse toujours. Donc est-ce que les ingénieurs ou du moins les experts ont étudié ce sol-là? Sur quel type de sol on construit ces immeubles? Rien ne nous dit pas que demain, une autre partie de l'immeuble ne va pas connaître le même sort. Oui, mais c'est ce à quoi j'en viens, parce que il faut démolir. Pas seulement cet immeuble, mais même dans le secteur, est-ce que ces études n'ont été faites pour tous les immeubles qui s'y trouvent? Au-delà de ce secteur, est-ce qu'à Lomé, demain, on ne va pas revivre le même drame
ou avec les mêmes situations, peut-être avec plus de victimes? Est-ce qu'au Togo, de Lomé à Saint-Cassé, on ne va pas revivre la même situation? Voilà des questions. Et aussi, ça pose la question de la valeur que nous accordons à la vie humaine. Parce que si nous avons une réelle valeur pour la vie humaine, nous allons nous battre pour que ces genres d'incidents ou d'accidents n'arrivent plus. Mais puisqu'on dit, bon, ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Oui, c'est un destin de ces gens qui sont morts. C'est comme ça, Dieu a décidé qu'ils devraient mourir. Donc, pourquoi se gêner? Voilà. C'est d'autres personnes qui réfléchissent comme ça. Même des cadres, ceux-là qui devraient s'occuper même de cette affaire, oui, vous diront que non, que bon. Ils ne vont pas vous dire que c'est parce qu'ils ont été laxistes, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Non, c'est des fuites de que responsabilité. C'est arrivé. Mais ils vous diront non, que c'est le destin. Donc on remet tout entre les mains du sort. Et c'est malheureux. Juste pour compléter et vous donner une information. Il parlait tout de suite de l'étude géomorphologique. C'est la géomorphologie du sol. Je vous apprends que de là où nous sommes, à Daoulato jusqu'au niveau de Décon, nous sommes à 2,5 mètres de la nappe phréatique. Mais c'est pas possible. Oui. Puisque quand tu viens, tu verras un puits. Quand tu fais un puits, c'est 2,50 mètres, tu as déjà l'eau. Ça veut dire que théoriquement, on peut partir de ces gens. Alors justement, ça c'est justement, ça relance une question. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, des immeubles que les gens essayaient d'élever où on disait que le général Feugne Simbe Yadema interdisait que les gens élèvent des immeubles. Et à l'époque, le bruit circulait qu'il ne voulait pas que des immeubles dépassent la hauteur de sa maison. Alors nous les Togolais, c'est qu'on a un problème véritable de culture. Et on prend les informations qui sont pignons sur rue, on se fait son idée selon la personne qui parle, selon d'où on vient, on ne fait pas attention. Je crois que si, à l'époque, il y avait un travail qui avait été fait, je crois que toutes ces zones-là, l'État devait reprendre ces zones, exproprier, reloger les gens ou bien développer des logements qui sont appropriés à la zone. Et il dit, dès qu'on moi j'irai même plus loin. Vous voyez tout ça jusqu'à évoluer, jusqu'aux confins de Zio. Toute cette partie-là, mais je vous dis, j'avais suivi un expert onusien qui était venu entre-temps qui disait qu'il y a risque. Quand vous voyez mais comment ça se présente, il avait pris une carte. C'est comme si un jour, ça risque de se rompre comme ça et tomber dans la mer. Lui, il est allé plus loin. Moi, c'est ce qu'il m'apprenait à l'époque. Oui, et donc, vous voyez, à partir de Adetikope, on est beaucoup plus en hauteur. Donc, je crois que ce que nous disons ici... là, c'était la mer. Mais voilà, donc il faut s'arrêter à un moment donné, développer une vraie politique de logement dans notre pays. Olivier disait quelque chose tout à l'heure. On fuit ses responsabilités, on va trouver des justifications. Regardez bien cet immeuble. Si vous voyez bien, vous allez constater que même les derniers niveaux en haut ne sont pas habités en tant que tels. Ça voudrait dire que cet immeuble-là, en réalité, on savait qu'il y avait un problème là-bas. Mais puisque Isidore nous dit que la dame, quand on a fini les travaux, elle est venue se plaindre, bon, on va s'arrêter pour souhaiter encore nos condoléances aux familles éplorées, prompte guérison à ceux qui restent encore dans les hôpitaux, mais en même temps, juste du courage à la propriétaire aussi parce qu'elle est victime, mais en même temps, peut-être coupable. Si on a fait des travaux à un moment donné et qu'elle a constaté que c'était bien, c'est de faire appel peut-être à d'autres expertises et de voir si... Voilà, pour qu'on puisse sécuriser l'immeuble. Bon, le laisser comme ça, je ne veux pas dire qu'elle ne l'a pas fait, mais je dis si c'est pas fait, je crois quand même que ça pose des questions. Et elle a une part de responsabilité et il faut aller chercher le coupable, le vrai coupable, celui qui a fait les travaux. Il y a une situation, c'est-à-dire que quand on achète un tard, on construit un immeuble là-dessus. Le rez-de-chaussée, ça se trouve là. Oui. Alors, bon, on n'a pas prévu monter ça à 2 niveaux, 3 niveaux. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas les moyens. Voilà. Et quand on avait les moyens, ou on a les moyens maintenant pour élever ça, on ne prend pas garde de refaire les choses. Vous faites de gros poteaux. Non, même si, on continue. Non, même si vous faites de gros poteaux, ça ne résout pas le problème. Parce que la fondation ne tient pas. Elle ne tient pas. Est-ce que le problème n'est pas aussi à ce niveau? Non, peut-être faire une autre dalle superposée. Peu importe. Parce qu'il faut soutenir la charge. Le cas par rapport à ces grands immeubles dans nos quartiers. Oui, je ne sais pas, c'est ce qu'il disait. Mais en quartier. Mais mon confrère Alilou l'a dit tout à l'heure. Nous oublions les écoles. Mais il y a d'autres immeubles aussi.
C'est un peu ça. Je vous dis, toute la zone, jusqu'à la lisière de Gir, je l'ai dit. Oui. Il y a un problème. Mais ce que nous disons, c'est que Olivier l'a dit. Quand les problèmes surviennent, on n'analyse pas et on n'anticipe pas peut-être pour l'avenir. Si ces immeubles qui sont en train de tomber, si des mesures ont été prises, moi ce que je propose aujourd'hui, c'est que l'État puisse faire la cartographie de tout cela. Non, ce qu'il dit, je vais juste ajouter quelque chose. Nous avons quand même la cartographie de Lomé. Écoute, ce qu'il dit, c'est répertorier ces maisons-là avec une expertise. Ça ne s'arrête pas. Évaluer ces maisons, évaluer l'état de ces maisons aujourd'hui, comment ça se porte, est-ce que ça ne va pas s'écrouler et commencer déjà à prendre des mesures. Je me rappelle en première, quand on a fait la tectonie et la géologie. Oui, des plaques. Les plaques, on a dit que mais ça s'étend du Libéria jusqu'au Nigeria. Mais voilà, la côte. C'est ça, parce que mais tout Lomé était une mer. Donc c'est les histoires de plis et du flux et de reflux qui ont. De toute façon, la mer est en train de revenir. Oui, qui ont donné la naissance et comment appelle-t-on au lac que nous voyons ou bien la rivière que nous voyons du Libéria, de la Sierra Leone jusqu'au Nigeria. Donc la mer peut reprendre. Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, ça revient en force. Et quand vous êtes, et ceux qui ont eu à fréquenter le Sétocoin, quand vous êtes au dernier étage, vous voyez que vous êtes au même niveau que la mer. Quand vous êtes le balcon, oui, allez-y voir. Vous êtes au même niveau que la mer. Vous voyez la mer comme si la mer... Dans une cuvette. Nous sommes dans une cuvette. Non, mais c'est la responsabilité de l'État qui est très engagé dans ces genres de drames qui surviennent. Parce qu'on sait, il y a des techniciens. On ne va pas dire que tout ce que nous sommes en train d'évoquer là, c'est quelque chose que nous sommes en train de ressortir comme ça. Il y a des gens qui le savent. Il y a des techniciens qui sont bien informés, bien imprégnés des réalités. On ne va pas nous dire qu'avant d'ériger l'hôtel de 2 février, on s'est pris comme les autres se prennent. Ça veut dire qu'on a pris toutes les dispositions qui s'imposent. Parce que sachant que si on ne le fait pas, ça risque de choses. Maintenant, quand on laisse les autres faire comme on le sent, c'est-à-dire que l'État a refusé d'assumer ses responsabilités. Quand est-ce que l'État est sorti pour dire que non, dans telle zone, vous voyez, pour construire tel immeuble avec tel nombre de choses, il faut ci et ça. On ne l'a jamais dit. On ne le dit pas. Mais on dit qu'il ne faut pas atteindre... Il suffit d'avoir l'argent. Oui, vous avez un paquet d'argent, peut-être vous jouez à la loterie ou bien entre-temps vous êtes dans les bonnes grâces de quelqu'un et qui vous met... Comme notre douanier de... qui vous met beaucoup d'argent et puis en avant, vous commencez l'aventure et vous êtes fier d'avoir fait peut-être 3 ou 4, voire 5 niveaux. Parce qu'entre-temps, vous étiez à un niveau, parce que vous avez changé de statut, il faut monter il faut monter les niveaux pour montrer au voisinage que non, je suis plus de votre standing. Moi, j'ai dépassé cela. Donc, vous voyez un peu, donc, l'État a manqué d'assumer ses responsabilités. Sinon, si l'État était regardant, pointueux, par rapport à ces gens-là, je crois qu'on ne vivrait pas de ces drames-là. Donc, maintenant, ça s'est produit plus d'une fois, à Madaro, mais un peu partout. Mais qu'est-ce que l'État a fait? On attend encore le prochain drame, peut-être pour s'émouvoir, peut-être dépêcher sur les lieux certaines autorités. Après tout, on constate, on ne va pas ressusciter ces morts-là. Donc c'est ça, cette façon un peu maladroite de gérer les affaires au plus haut sommet de l'État, c'est ça. Ce qui nous a fait peur, nous autres, l'autre fois, les autorités qui s'étaient amenées sur les lieux du drame, n'avaient même pas de casque. Oui, malheureusement. Malheureusement, vous voyez des risques terribles. Malheureusement. Le comble. Oui, mais il y a des confrères qui ont dénoncé, il n'y avait pas une délimitation de zone, de sécurité autour de cet immeuble-là qui aurait pu céder. Organisé. Et je crois, et la question se pose parce que est-ce que lorsqu'on veut construire aujourd'hui, qu'on soit milliardaire ou pauvre et fonctionnaire d'État, est-ce qu'on a le réflexe d'aller chercher une autorisation, un permis de construire? Est-ce que c'est le réflexe du Togolais aujourd'hui? Combien de Togolais? Oui, mais quand vous avez le permis de construire et que vous venez mettre le fer de 6 au lieu de 14, oui, mais le problème n'est pas résolu. Le problème est là. Seulement, c'est aussi ça dénote du laxisme que nous constatons. Ceux qui doivent agir. J'écoutais la dernière fois notre confrère Wessan qui disait que lorsque vous allez acheter un fer de 8 et que par
On vous vend un fer de 6,5. Voilà, par fraude, on vous vend un fer de 6,5. Et que vous n'êtes pas technicien pour savoir, pour faire la différence peut-être, et vous allez construire, vous êtes de bonne foi. Puisque vous allez acheter un fer de 8 afin de consolider votre bâtiment. Laissez le spécialiste aller acheter. Non, de toutes les façons, que le spécialiste ou pas, je vais seulement poser le débat du niveau de moralité que nous avons dans notre pays. Chacun fait ses affaires, de petits calculs qu'il arrange. Et il ne se soucie pas des conséquences. Vous parlez du technicien. Le technicien, moi j'ai vu des maçons qui ramassent les paquets de ciment et qui, au lieu d'utiliser 2 ou 3, il est technicien. Au lieu d'utiliser 2 ou 3 paquets, il va utiliser un paquet pour votre travail. Et alors, quelle est la différence? Donc, en réalité, ça dénote de notre envie de gain facile. Nous voulons tellement le gain facile que nous sommes prêts à tout pour l'avoir. Et c'est le sport favori au Togo. Pour enchérir, vous donner une information. Il y a une société de la place certifiée ISO qui est dans ces genres de magouilles ou de dol. Parce que c'est ça qu'il est question en matière d'économie, c'est le dol. Oui. Qui a une usine de production des fers à béton, qui a fermé cette usine, et dans la sous-traitance, et en faisant l'emballage avec son logo. Donc, vous voyez, vous avez eu la certification, c'est que vous respectez les normes. Donc, comme le disait tantôt Olivier, il y a des fers ou des choses là, des matériaux qu'on dit que c'est telle norme, mais qui ne répondent à aucune de ces normes. Alors encore et qui prennent l'emballage d'une société, d'une société certifiée ISO. Et moi, la dernière fois, dont je tais le nom ici. L'émission dont parlait Alirou Tchakara, j'y étais aussi. Et puis le problème que j'avais évoqué, vous savez qu'aujourd'hui, ça pose même le problème des infrastructures de manière générale dans notre pays. Vous allez les constructions des routes, tout ce qui se passe, on connaît. Vous avez des bureaux de contrôle, mais les routes sont reprises 3-4 fois. Oui, en réalité, il y a la question, et il y a la question de l'impunité qui est là. Il y a la question des valeurs morales qui nous ont quittés. On est tombé trop bas. Et le pouvoir d'argent a pris le pas sur tout. Et donc tout le monde est dans une course effrénée d'argent. Et c'est un fonds commerce, nous l'avons souvent dit ici. Je crois qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Essayez. Mais comment on fait ça? Non, mais il y a quelqu'un qui dirige ce pays. Il met les choses en place et tous ceux qui travaillent là-dessus, y compris même ceux qui sont administrés, il faut une nouvelle discipline pour tout le monde. Qui défend l'intérêt de l'État. Attention, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Cette question est revenue depuis et il faut effectivement... Excusez-moi, vous êtes dans la droite ligne, je vous pose clairement la question. Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un défend aujourd'hui l'intérêt de l'État Togo? Mais non. Par rapport à ce qui se passe aux faits que nous constatons, c'est la réponse. Moi, je dis souvent ici que la vérité des faits nous impose une certaine posture par rapport à certaines questions. Mais maintenant, de façon, par rapport aux faits, c'est ce que je dis, mais de façon, on va dire, théorique, est-ce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas un symbole qui représente quelque chose dans notre pays? C'est ça. C'est pour ça que je dis, même les liens interpersonnels entre les Togolais, ça pose un problème aujourd'hui. Donc, il y a ce tissu social-là qu'il faut reconstruire, rétablir la confiance entre les gens. Est-ce que je peux te regarder en face, Eric, en te parlant et en sachant que je te dis la vérité? Mais ça n'existe plus chez les Togolais. Vous parlez à des gens, ils ont la tête baissée parce qu'ils sont en train de vous mentir. Ou alors parce qu'ils ne sont pas prêts à vous écouter, ils savent que vous leur mentez. C'est ça un peu ce que nous vivons. Donc même dans les moindres, on va dire... Il y a des gens, ils vont vous mentir, ils vous regardent droit. Non mais en même temps, c'est là aussi le problème. C'est là aussi le problème. Quand tout est tombé à terre, tous les verrous moraux sont sautés, vous voyez, c'est-à-dire que les mauvais profils naître. Donc il faut faire germer de nouveaux profils qui sont des bons profils et un modèle à la tête avec un symbole et on impose une discipline aux gens et dans tous les domaines. Ce que vous dites là, nous l'avons déjà dit ici, les écoles même quand on en parle,
les gens qui ont des autorisations. Aujourd'hui, vous êtes des institutions, on vous dit on est certifié, enfin on a l'accréditation CAMES, tout ça là. Mais allez-y vous renseigner. Moi, j'ai travaillé avec le monsieur du CAMES quand il y a eu le concours dans notre pays. J'oublie encore son nom. Mais nous avons discuté dans les couloirs. Il m'a dit, mais vous n'imaginez pas ce qui se passe en Afrique francophone. Moi, déjà, à l'université, mon professeur Lébi Kazapé, à son âme, il me disait, mais les diplômes au Togo depuis 1993, après cette grève-là qu'on a connue, mais c'est à revoir. Vous fréquentez, vous devez sortir pour aller certifier vos diplômes. Mais il y a un problème qui se pose dans notre pays. Très bien. Donc, il faut réfléchir à une nouvelle donne, imposer une discipline, mais avec des modèles depuis le sommet. Est-ce que ce n'est quand même pas bizarre qu'aujourd'hui on pose la question de qui est-ce qui protège l'intérêt de l'État? Oui, c'est une question pertinente. C'est que on est dans une situation de déliquescence avancée à tous les niveaux. Au plus haut sommet, il n'y a pas cette volonté-là de réussir à relever les défis qui se posent à nous. Non, mais est-ce qu'on peut parler de manque de volonté au sommet de l'État? La volonté manque. Chaque jour que Dieu fait, nous constatons que quand même à certains niveaux, des gens essaient de montrer leur bonne volonté pour pouvoir relever le pays. Non, les gens miment, les gens ne font pas sérieux. À partir du moment où tout le temps... Là Non, c'est le mensonge d'État. C'est le mensonge d'État. Tout le temps, quand on se retrouve ici, on crie au scandale, la corruption, tout ça là. Mais à partir du moment où certains se sentent un peu égratignés toutes les fois, bon, on va créer quelque chose, une entité qui va chose, et c'est fini, ça s'arrête là-bas. Vous voulez, non? Donc, on vous fait grâce, on vous donne ceci, on crée cette institution. En Jolivet. Et là, les vrais mots ne sont même pas combattus. Aujourd'hui, au niveau au Kenya, mais tous ceux-là qui sont des administrateurs, parce que la corruption est en train de prendre une proportion endémique là-bas, mais on a tout remis à plat. On a licencié, entre griffes, tous les agents qui brassent de l'argent. Donc, maintenant, avant de reprendre, vous allez faire l'état de lieu de vos biens et prêter serment. Vous voyez, non? Donc, là-bas, on sent qu'il y a une volonté d'endiguer le mal. Maintenant, ici, quand on parle de la corruption, il y a autre cours de corruption, on ne les sent pas. On ne les sent pas. Il y a le CENTIF, on ne sent pas. Il y a la Cour des comptes, on ne sent pas. Mais peut-être qu'ils attendent que le président de la République claque le doigt pour dire bon, faites ceci avant de le faire. Donc, je crois que les gens ne veulent pas assimiler. Peut-être que le président, de bonne foi, met en place ces institutions-là pour peut-être jouer à fond leur partition. Mais à partir du mois où, bon, peut-être on attend qu'on claque le doigt avant que les gens ne se sentent intéressés par rapport à certains dossiers-là, bon, on ne va que stagner, on ne va pas avancer d'un iota. Mais je crois qu'au niveau du sommet de l'État, si on se met à taper, vous avez appris que pendant le contournement d'Alédio, ça fait 3 fois qu'on est en train de reprendre la voie là. Mais vous appelez ces gens-là, ceux qui ont géré, et puis vous frappez. Oui, mais qui assume finalement la facture? Non, mais c'est l'État. La dernière fois, dans le budget, on a encore mis quelque chose concernant la route Lomé-Vaughan-Foin. Oui. Le budget premier de 26 milliards. De 26 milliards. Qu'est-ce qu'on en a fait? 26 milliards, c'est pas 26 millions. Qu'est-ce qu'on a... C'est parti. Mais c'est-à-dire que le manque même de redevabilité. Le manque même de redevabilité. Où on ne vient pas faire le rapport. On ne rend pas compte. Et puis on ne demande pas, ça pose un problème. Peut-être que ça se fait dans les couloirs, mais ce que Alirou est en train de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons pas de symbole. Nous n'avons pas de symbole. Si théoriquement il y a des choses qui sont faites, le symbole n'est pas là pour dire ah ben voilà. Nous, il y a eu des histoires ici où au temps de Feu Gnassingbé, il y a des gens, on a publié leur nom dans les journaux, avoir détourné tel fonds. Mais on connaît des histoires comme ça. Je crois que ce que nous disons aujourd'hui, c'est que il faut véritablement donner l'exemple. Il faut commencer à sanctionner véritablement. Et quand les sanctions là sont données, que ce soit su par les gens. Vous savez, oui, mais quand il y a des ramifications, excusez-moi, quand il y a des ramifications, tel qu'on le dit tout le temps, des gens sont liés dans les magouilles, est-ce que des gens accepteraient couler seuls? C'est ça le drame. C'est ça le drame. Je m'en donne pour preuve. La solidarité dans le mal. Dans le mal. Et je m'en donne le boulevard des armées. Il y a quoi là-bas? Mais depuis là, cette route est laissée en abandon. La route qui passe derrière le CHU Sylvanus Olympio qui quitte collège protestant pour allier à Ramaco. En plein cœur de la ville de Lomé, vous voyez ça? Des années durant.
un mètre de bitume tous les 24 oui, mois. on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Mais vous savez, c'est le théâtre, le spectacle, ça devient un spectacle et c'est vraiment... C'est désolant et effarant. Non, mais je crois que la volonté au sommet de l'État hier, la preuve, mon confrère a cité des institutions qui ont été mises en place pour lutter justement contre ce genre de comportement. Mais ce qui manque, et il faut le relever, c'est l'application ou du moins les sanctions. Voilà, donc c'est les sanctions des actes. Vous savez, l'impunité et le laxisme. Est-ce que ça ne trahit pas en réalité l'intention? Oh non, ça, vous savez, il y a le chef de l'État qui peut bien avoir envie de faire quelque chose. Mais il ne va pas venir faire ça à la place des commis. Mais quand les commis ne le font pas, il faut les libérer, il faut qu'ils vident le plancher. Il gère tout le pays. Mais quand on met des gens à la tête des institutions pour gérer des choses, et que normalement c'est eux, parce que ces sanctions doivent suivre une voie hiérarchique. Et dans l'administration, la voie hiérarchique compte. Donc, ceux-là qui doivent normalement agir et remonter l'information pour que l'autorité prenne une décision ne le font pas. Parfois par complicité, parfois par laxisme, parfois par confrérie, c'est-à-dire confraternité, amitié. Confrérie, c'est mieux. Bon, si vous voulez. Donc, c'est ça, le laxisme et l'impunité, ça se nourrit, donc, ou bien ça encourage plutôt les mauvais comportements des agents. On va revenir certainement sur le dossier Wari et de l'OTR. C'est aussi un scandale d'État. Vous voyez que les gens se permettent toutes les libertés sur le dos de l'État pourvu que eux, ils s'enrichissent. Mais le problème, c'est que l'État est au courant. Oui, le problème, alors, c'est ça. Quand l'État est au courant, c'est ce que je dis, que c'est le laxisme et le refus de sanctions. Non, mais la question... Il y a quelqu'un qui défend aujourd'hui les intérêts de l'État. Oui, mais à moi, il y a les journalistes. Comme nous, on défend les intérêts. Non, on dénonce tout simplement. Nous ne pouvons que dénoncer. Il y a une nous, on n'a pas le pouvoir de sanction, malheureusement. Mais on a le pouvoir de dénonciation. Eric, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en face, et je l'ai déjà dit ici, d'un échec collectif. Un échec moral. Non, moi je suis pas un échec moral. Je n'accepte pas qu'on soit collectif. S'il te plaît, moi je finis, tu peux dire ce que tu penses. L'échec moral collectif. Vous savez, monsieur Isidore Akolor, ce que je suis en train de dire, à un moment donné ou à un autre, votre parent peut-être qui quelque part vous donne de l'argent pour faire des choses, ou bien qui vous vient en aide, vous ne savez pas où il puise son argent. Tant qu'il vit dans ce pays, attention à ce que nous disons. Quand nous avons des problèmes, nous nous en remettons à des gens qui nous donnent de l'argent. Vous savez, sur les réseaux sociaux, quand il y a eu les événements à Sokoré, les gens accusaient certains, disons, cadres de Sokoré de ne pas aider les gens. C'est pour ça qu'il y a eu... Mais des cadres de Sokoré ont répondu en disant, mais vous vous trompez. De tout temps, nous, on a toujours assisté les gens ici. Donc, il y a une certaine hypocrisie morale qui est là. Et nous tous, on est dedans. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que Isidore Akolor, ça ne veut pas dire que... Mais bien sûr, c'est ça, je vous ai dit, la morale est à terre. Ce qu'il faut faire, c'est de commencer à la rétablir. Alirou Tchakara dit quelque chose tout à l'heure. Dans un pays, on a décidé, écoutez, tout ce qui est passé, d'accord, on s'arrête ici. Maintenant, pour avancer, voilà la nouvelle donne. Vous savez, quand on met une barrière comme ça, tout ce que les gens ont amassé, ils vont trouver un moyen de le reverser. Il y aura un moyen forcément qui permettra de le reverser. Sauf qu'en ce moment-là, c'est des gens qui ne seront pas exposés parce que ça aussi, c'est le problème. Quand vous exposez des gens, ça fait que d'autres se retranchent et ce qui vient derrière, c'est encore pire. C'est ce que je suis en train de dire. On se dit, on s'arrête pour les 10 prochaines années. Voilà ce que nous voulons mettre en place. Et en ce moment, vous l'avez fait, d'accord. On sait que vous l'avez fait. Mais pour que vous marchiez encore, que vous sortiez en public, c'est comme dans nos coutumes. Le fautif, on lui rase la tête et puis bon, mais voilà. On lui détermine, mais on passe à autre chose, on lui détermine sa place. D'accord. Isidore. Ça pouvait se faire si l'autorité n'a pas de connivence avec ceux qui sont dans ces magouilles. S'ils ne se sentent pas protégés. Mais je dis, ça peut commencer à se faire. Mais alors ne créez pas des sociétés écrans pour exécuter des travaux et qui ne sont pas inachevés, vous ne pouvez pas agir.
il faut crever l'abcès, dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas être au sommet de l'État et avoir des sociétés pour réaliser des travaux. Non, c'est interdit par la Constitution. Ah mais, vous n'êtes pas le créateur, mais c'est ce qu'on appelle des sociétés des sociétés écrans, des sociétés boîtes à lettres, où celui qu'on met devant, le directeur, n'est pas le propriétaire. Le délit d'initié. Le délit d'initié, et voilà. Vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas sanctionner. C'est le drame que nous traversons. Très bien. Un mot. Non, mais on connaît un peu les salaires des Togolais. Quand on est ministre, on connaît combien gagne un ministre, on sait combien gagne un député, un directeur, tant. Mais quand vous voyez quelqu'un réaliser des choses quand même qui dépassent de très loin ce qu'il peut épargner et réaliser ces choses-là, donc ça doit inquiéter un tout petit peu. Ailleurs, ça inquiète, mais ici, on se pourlait chez les babines, bon, c'est que c'est bon, je suis dans les bonnes grâces, tout ça. Donc, on ne peut pas agir, Et puis, cette impunité dans le mal, cette solidarité dans le mal, c'est ça qui fait le mal, le problème du Togo. Là où vous pensez qu'on va agir pour ramener un peu un certain ordre, là, on ferme les yeux, on fait comme si, quelque part, on se sent concerné par ce qui est en train de se faire. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer notre dernière pause. Là, on se retrouve nous parlerons politique cette fois. 93.1 Taxi FM. On va parler politique, mais juste un mot sur le dossier que vous avez publié ce matin. Vous parlez de l'OTR. On sait que l'OTR a lancé un projet ces derniers jours, un projet qui a décrié dans l'opinion. C'est par rapport au recensement foncier. Nous, on aura l'occasion d'en parler demain avec eux. Oui, mais que se passe-t-il avec cette affaire de Wari, surtout d'appel d'offres informatiques, parce que je me rappelle que le confrère La Nouvelle Tribune a révélé une partie de cette affaire la semaine passée. Non, je commence par l'affaire d'offres informatiques. Oui. Vous savez, l'OTR, normalement, aujourd'hui, devrait utiliser un réseau informatique très performant, parce que de Lomé en 5KC, déjà dans la soirée, les agents, ou bien du moins les directeurs doivent avoir l'état des recouvrements donc, au niveau national avant donc, la soirée, parce que quand ça dure, les gens ont le temps de retoucher les chiffres et de changer des choses. Donc, mais depuis que l'OTR a été créé, malgré les moyens qui sont mis, l'OTR n'a jamais eu un réseau informatique efficace. Et même un logiciel ou bien une programmation, parce que on a parlé de Sidonia. Sidonia, c'est beaucoup plus dans les douanes, c'est-à-dire dans les douanes, mais pour l'ensemble même du service, on a besoin donc de quelque chose comme ça. Paradoxalement, l'OTR a une cellule informatique. Et quand vous voyez ceux qui sont dans la cellule, ce sont des ingénieurs, des gens qui ont été à Harvard, et ça pas, et dans les grandes écoles, leur CV est ronflant. Et leur cahier de charge, c'est justement de doter l'OTR d'un réseau informatique solide. Et ils sont payés grassement pour ça. Mais paradoxalement, on est encore allé chercher de l'argent de la BAD, des milliards, et on a lancé un appel d'offres. Des sociétés externes à l'OTR sont venues postuler. Il se fait que deux sociétés se sont mises à se battre parce que l'une accuse l'autre d'avoir été, en tout cas d'être couvert par un réseau au niveau de l'OTR et ce qui lui a permis de passer. Et que la société en question aurait payé déjà des commissions avant même l'appel d'offres, c'est-à-dire le dépouillement des choses, la société aurait déjà versé les commissions. Donc, et c'est ça qui l'a aidé à sortir. Donc, l'affaire a été devant les tribunaux et la BAD s'est énervée. Même jusqu'au tribunal. Je dis devant les tribunaux, je n'ai même pas dit un seul tribunal, des tribunaux. L'homme des indiscrétions. La BAD s'est fâchée et la BAD a annulé l'appel d'offres et tout le processus. Bon, entre-temps, la banque est revenue, il y a de bons sentiments et elle a encore accepté, relancé un autre processus. Un nouvel appel d'offres.
Et il se fait que celui qui avait eu des problèmes auparavant, c'est lui qui a encore gagné. Alors que son offre s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Et plutôt, vous m'excusez, là je me suis un peu trompé. Celui, il y a au moins 10 ans, 800 millions. Il a proposé 800 millions, il a gagné le deuxième appel d'offres. Mais celui qui proposait 1 milliard n'a pas accepté. Donc il est revenu et il menace de faire des révélations si ce n'est pas lui qui passe. Donc puisqu'il a déjà investi de l'argent dedans et qu'il a eu des assurances qu'il doit gagner le marché. Donc, si il ne passe pas, c'est qu'il est perdant. Donc, et l'affaire est encore retournée devant les tribunaux. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Les Togolaiseries. C'est ça, notre pays. Oui, mais malheureusement. En termes d'intérêt. Oui, c'est ça. Certains agents, le comportement de certains agents de notre pays. Mais l'affaire Ouari est plus colossale. Alors 10 fois plus colossale que cette affaire que je viens de présenter. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Ouari, son patron, c'est un Sénégalais. Il s'appelle Caribou Mbodj. Et il devait verser aux impôts sénégalais plus de 3 milliards de francs. Vous savez, il fait des transferts d'argent. Oui. Et par jour, les transferts d'argent, ça marche. Hein. Bon, moi, je ne sais pas, mais ça marche. Donc, mais il ne veut pas payer à l'État sénégalais. Donc, il a réfléchi, et ses conseillers lui ont dit non. On fait un transfert de siège. Et on dit aux impôts sénégalais qu'on n'est plus sur le territoire sénégalais. Donc, on cherche le dépotoir. On vient s'installer à Lomé. On vient s'installer à Lomé. Paradis fiscal. Le pays dépotoir. Et paradis fiscal. On crée une structure appelée Ouari toujours avec un numéro FCCM déclaré au registre du commerce dans notre pays. Et puis, l'État sénégalais étant malin, a utilisé une procédure, oui, un malin et demi, a utilisé une procédure internationale pour demander à l'État togolais qu'il a un contribuable qui refuse de payer, donc il n'a qu'à le poursuivre puisqu'il dit qu'il est au Togo pour qu'il lui renvoie son argent. C'est une procédure normale entre États. Donc, M. Mbodj est pris à son propre piège. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va intenter un procès à l'État sénégalais, histoire de ralentir un peu la procédure et trouver d'autres moyens. Mais entre 2015, où il est installé au Togo, et aujourd'hui, il n'a jamais fait une déclaration d'impôt, ni il n'a jamais été imposé. Au Togo? Au Togo. Il se fait aussi que, lorsque même l'OTR le cherche, le siège qu'il a déclaré est introuvable à Lomé. Ni la rue, ni on ne les retrouve pas. Et puis, on est tombé sur des... Oui, c'est possible. C'est possible, malheureusement. Non, on est tombé sur des... Ça se produit pas, c'est possible. Non, mais nous avons toutes les preuves. On est tombé sur les courriers où le conseiller en fraude de Kari et de M. Mbodj lui dit qu'il y a des agents au niveau de l'OTR qui ont réclamé la somme de 20 millions pour faire disparaître, ou bien pour les aider à contourner le fisc. Même millions. Togolais, 20 millions. Ça, et Sénégalais. Fiscale. Et ils ont donné des noms que nous n'avons pas encore cités. Et aussi, nous avons eu les informations. Quand vous prenez la direction des impôts et de l'OTR et comment dire la Lomé Sud-Ouest, c'est à Daolato au niveau de... Et ils sont contigus en même temps au siège du CFE ou bien de la Chambre de commerce. Là-bas, pratiquement tous les agents sont des sportifs et leur sport, c'est la fraude. Non. Là-bas, là où se trouve l'OTR au niveau du Grand Marché, là. Je dis pratiquement tous les agents sont désolés. Ils vont aux Jeux Olympiques et leur jeu, c'est la fraude. Donc, nous avons d'autres dossiers sur, mais c'est là où le dossier a vraiment commencé. Donc, nous, on a seulement lancé. Maintenant, nous allons revenir avec des noms et des précisions pour situer l'opinion sur ce qui se passe réellement. Mais nous savons que le chef de l'État, au départ, a cru à ce projet. Parce qu'on lui a dit que ça va permettre d'éviter les fraudes. Qu'on connaissait au niveau des douanes et des impôts. Et que ça va permettre à l'État d'avoir assez de moyens pour lancer ces grands chantiers. Si bien qu'il s'est jeté dans ce projet de bonne foi. Seulement aujourd'hui, il se rend compte que
réellement, ça a été... Il s'est fait gurger. Oui, ça a été l'arnaque du siècle. Et on peut encore rattraper, mais s'il faut rattraper le coup, il faut passer par la procédure donc, de rattrapage. On ne peut même plus faire confiance à l'OTR aujourd'hui pour pouvoir élargir notre assiette fiscale. Heureusement qu'au sein de l'OTR, il y a des agents qui sont honnêtes. Ça, il faut le dire, parce que... Combien sont-ils? Non, je crois qu'ils sont plus nombreux que les fraudeurs. Les fraudeurs. Malheureusement, les fraudeurs sont plus nuisibles que ceux qui sont nombreux, malheureusement. Non, tu veux dire que leur capacité de nuisance est très élevée et que la masse de... Non, c'est ahurissant. Nous sommes sans voix. Parce que le Togo est devenu comme ce pays poubelle où on vient, on déverse les villes, choses qu'on fait ailleurs et qui ne prospèrent pas. Mais au Togo, ça prospère. Hein. La rue, mais avant d'aller déclarer, la rue, on doit mener une enquête. Une rue qui n'existe pas. C'est pour ça justement qu'on prend ces informations. Si on prend ces informations, c'est pour vérification. Où sommes-nous? Non, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et là, ça ne relève plus de l'évasion fiscale, mais de la fraude fiscale qui est punie par la loi. Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est de la fraude fiscale. Mais finalement, c'est le comble de je ne sais quoi, de la bassesse. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez. Mais en même temps, je l'ai déjà dit ici un jour que les réformes, on les a réclamées, elles sont venues, surtout les réformes économiques. Mais il se fait que celle-là particulièrement, moi je l'ai toujours dit depuis, qu'elle est impopulaire. Parce que vous voyez, depuis que l'OTR est arrivé, il y a eu beaucoup de gens qui ont fermé leurs portes. C'est allé trop vite, c'est allé trop en force, vous voyez. Si bien que ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, comme il l'a dit, remet en cause toute l'intention qu'on avait mis derrière cela. Parce que cette réforme-là, vous savez, c'est un système unique qu'on avait créé. Si ce système avait marché, c'est quelque chose que le Togo pouvait même vendre, exporter. Vous voyez un peu? Et quelque part, tel que c'était présenté, comme l'a dit Olivier, mais c'était alléchant. Quelqu'un qui veut, vous voyez, un peu innover, on ne peut que sauter dessus. Mais derrière, comme on le dit, il n'y a pas eu de véritable garde-fou pour qu'on puisse essayer de trouver le système. Dans la République, il y a autant de gangsters comme ça? Mais malheureusement, le niveau qu'on atteint aujourd'hui, Eric, quand vous arrivez dans un service, quand quelqu'un vous met quelque part, nous avons parlé de népotisme ici. Vous savez, vous avez un cahier de charges bien défini. Si vous ne faites pas le jeu, vous partez, parce que vous-même, ça va vous emporter. Vous savez, il a dit c'est devenu un sport. Aujourd'hui, les gens veulent rivaliser de 4 de moyens. Cette insolence financière que les Togolais affichent, nous l'avons dit ici, quand quelqu'un vient quelque part, il faut qu'il déclare ses biens au départ. Quelque temps après, nous savons le salaire que les gens gagnent. Ça va tellement vite. C'est une concurrence qui est lancée à la richesse où tout le monde veut être au même niveau que les autres. Tout le monde veut être au même niveau que l'autre. Vous voyez les jeunes qui sont allés à l'OTR, il y en a aujourd'hui des gens qui ont 2 maisons, 3 maisons. C'est vrai, c'est bon quand on innove de donner des salaires qui permettent aux gens de se mettre effectivement à l'abri du besoin. Mais finalement, la réforme n'a pas permis effectivement d'empêcher la fraude et ça a ouvert plus la voie au gangstérisme comme nous sommes en train de le dire. Allez-y savoir ceux qui étaient à la douane, qui étaient partis sur fond de frustration, de sentiments de déception aujourd'hui, ce qu'ils doivent se dire. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais qu'on passe à la politique véritablement et parler des manifestations telles que prévues par la coalition. Il semble que quand vous arrivez à nous copier, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous est passé par là ce matin, il semble que c'est devenu un camp où il n'y a que des forces de l'ordre et de sécurité qui sont là. Les lieux de rassemblement ont pris des assauts. Et puis le point de chute, on n'en parle plus. On pensait que la coalition avait une force quand elle disait hier qu'elle allait faire sa manifestation. Oui, je suis de ceux qui disaient depuis lundi que cette manifestation n'a plus sa raison d'être. Un petit peu comme ce que le CACIT a... Je les avais dévancés. Oui, bien sûr, vous l'avez dit il y a une semaine. Et parce que c'est pot de fer contre pot de terre. À quoi bon d'y aller? Si c'est pour démontrer le cynisme
du pouvoir. On l'a suffisamment fait. On l'a suffisamment fait et tout le monde entier sait ce que c'est que le pouvoir togolais. Mais si c'est pour sacrifier des gens qu'on va encore arrêter, blesser des gens, ces choses-là, moi je me dis que ça n'a plus sa raison d'être. Bon, on peut me rétorquer beaucoup de choses, mais ça c'est ma conviction. Surtout que la CEDEAO a pris langue avec la coalition le samedi et qu'on nous parle de l'imminence d'une rencontre, de la reprise des pourparlers la semaine à venir. Moi j'aurais souhaité qu'on puisse respecter l'engagement de la CEDEAO et voir la suite. Bon, je ne suis pas politicien, je ne suis pas membre de la C14, à chacun sa stratégie. Tchakala, excusez-moi. Tchakala. Oui, je crois que la coalition des 14 a un sérieux problème. Un problème de coaching, un problème de stratégie. Et depuis que ces manifestations ont commencé avec une certaine ampleur, on a constaté que c'est le plan A qui est toujours mis en œuvre. Toutes les fois, c'est le plan A. C'est que vous allez manifester quand on vous autorise cette manifestation, comme ce fut le cas au tout début. Vous allez vous manifester, vous quittez un point A, vous arrivez à ce point de chute qui est le point B, et le soir, quelqu'un se charge de faire le bilan de ce que vous avez organisé. Et c'était le topo, c'était ça. On vous donne, on vous colle un chiffre. Si c'est 10, on vous dit que c'est 10. Et une foule de 10 personnes. Et vous êtes là à claironner que c'est 100. Et maintenant, vous savez, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un stratège politique avant de savoir que la manifestation devrait être étouffée dans l'œuf. Que les points de départ devraient être assaillis. Non, c'est clair, on n'a pas besoin d'être intelligent pour le savoir. Maintenant, quand on se focalise toujours sur ce plan A, ça veut dire qu'on a échoué. Et c'est vrai, c'est un patent échec. C'est un patent échec. C'est que force doit être à la loi. La loi, c'est quand même, elle est incarnée par les autorités de ce pays. Elles ont décidé que voilà, tant. Maintenant, quand vous allez contre ces lois-là, c'est que vous êtes sûr quand même d'inverser la tendance, ce qu'on vous a imposé, le rapport de force. Mais toutes les fois, on assiste à ça. Et maintenant, ce qui est tout curieux, on a assisté ces derniers temps à quelque chose d'inédit. Avant, on retrouvait les leaders de l'opposition sur les lieux des manifestations, les points de départ et les marches, ça marche. Mais depuis quelque temps, c'est au niveau de la CDPA et on les confine là-bas et on crie, on donne la voix. Non, je crois qu'on va un peu se prendre au sérieux. Le peuple a tout donné. C'est vrai. Et au-delà de ça aussi, c'est que cet étouffement, c'est pas ce que le peuple veut. Le peuple veut les réformes. C'est que cet étouffement-là ne doit pas donner le sourire aux lèvres à certains qui disent « Ah tiens, les manifestations s'essoufflent. » Que non, on est en train de... Non, on veut les réformes. Est-ce que cet étouffement-là, est-ce que cette façon-là d'endiguer le mal dans l'œuf-là, est-ce que c'est ça que le peuple attend? Cette démonstration de force, on va, on barricade, on militarise toutes les... Est-ce que c'est ça aussi que le pouvoir attend? Je crois que les politiques, qu'ils soient de tel ou de tel autre bord, ils nous ont montré leurs limites. Ils nous ont montré leurs limites et on ne peut présager rien de bon par rapport à ce qui est en train de se préparer. Alors, face donc à une forme ou cette forme d'incapacité à régler nos problèmes, la CEDEAO s'est invitée. La rencontre a eu lieu samedi dernier à Lomé pour aller vite. Visiblement, la CEDEAO a quand même des cartons dans sa poche en arrivant à Lomé. Or, qu'on pourra nous imposer des choses. Je donnerai tout à l'heure la parole à Olivier, puisque il a des confidences et il semble avoir une idée de la feuille de route de la CEDEAO pour le règlement définitif de la crise au Togo. Je lui donnerai la parole tout à l'heure, mais avant, Kenanou Sifou. Non, mais vous avez bien fait, Eric, parce que l'homme des indiscrétions viendra donc sceller le sort de ce que nous disons. Non, rapidement, je crois que les deux, mes deux prédécesseurs ont vidé un peu ce que j'allais dire, mais moi, je l'ai dit avant Isidore Akolo. Ici, sur cette table-là, j'avais dit un jour, quand la délégation des chefs d'État étaient venus pour la réunion sur la Guinée-Bissau, j'avais dit qu'on n'avait pas besoin de sacrifier les gens encore.
tout ce qu'on a sacrifié depuis, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça a servi à quoi? Si 27 ans après, on repart de la même façon, on n'innove pas, c'est le même... non, en même temps, un peuple dans la lutte, c'est toujours des sacrifices. Hein. Oui, mais écoute, ça en fait trop. Parce que quand vous sacrifiez et que vous arrivez à capitaliser les victoires d'étape, mais ça donne une motivation à ceux qui se laissent sacrifier. Mais qu'il n'y a pas de... Quand on ne capitalise pas les victoires d'étapes qu'on a engrangées, mais écoutez, on se demande finalement, je l'ai dit ici, on a l'impression que, bon, écoutez, c'est un fonds de commerce qu'on exploite. Mais même là, on a fini par le vider. Et il faut innover. Si on ne peut pas innover, donc il faut attendre peut-être. Et là, ce qui est en train de nous arriver, c'est que ceux qui viennent, ils connaissent bien l'histoire du Togo. Peut-être mieux que nous-mêmes d'ailleurs. J'ai dit quelque part la dernière fois, c'est quoi en fait le vrai problème qu'il y a entre nos politiciens? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire? Mais ils n'ont qu'à le régler dans les couloirs, faire en sorte que bon, ben, le peuple trouve satisfaction dans ses aspirations. Non, mais le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que les Togolais disent? En tout cas, même s'ils ne sont pas nombreux comme certains le pensent aussi. Oui. Mais des réformes, Tchakala le disait. Non, mais écoutez, s'il y en a un, je le redis encore, s'il y en a 1% qui dit écoutez, voilà ce que nous voulons. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on l'écoute. S'il y en a 1% qui dit nous ne voulons pas ça, il faut qu'on l'écoute. Il faut chercher l'équilibre, c'est tout. Olivier. Non, je crois que... Est-ce que la CEDEAO viendra nous imposer des choses dans les jours à venir? Non, absolument pas. Je crois que la CEDEAO, c'est sur nos propositions qu'elle va se baser essentiellement. Et elle va prendre en compte les positions des camps en présence, aussi bien du camp au pouvoir que de l'opposition. Et la CEDEAO ne va pas chercher à aller à l'encontre aussi des grands principes démocratiques, donc reconnus par la communauté internationale, ni aller à l'encontre des habitudes diplomatiques, c'est-à-dire à déployer des forces armées donc jusqu'aux dents pour empêcher quelqu'un de diriger le pays ou non. Mais la CEDEAO va faire des propositions, et l'une des propositions, c'est d'abord d'aller aux réformes, et en s'appuyant essentiellement sur ce qui a été déjà proposé en septembre dernier, peut-être en l'améliorant, mais quand même, ça va servir de charpente. C'est-à-dire la limitation du mandat à deux, le mode de scrutin à deux tours. Et puis voilà, donc, ce sont les éléments essentiels qui vont constituer cette réforme. Et la réforme pourra pourra passer par l'Assemblée nationale, ce qui est plutôt donc recommandé par tous les chefs d'État, ou à défaut, lorsqu'on ne va pas s'entendre, on ira vers un référendum, et puis le référendum avec une question qui sera posée au peuple. Au-delà de ça, il y aura aussi certainement un gouvernement d'union nationale qui, avec un premier ministre venant de la coalition. Donc de la coalition. Venant de la coalition, et c'est ce qui me fait peur, parce que déjà, ces gens-là ne s'attendent pas sur le minimum nécessaire. Est-ce qu'ils vont s'entendre quand il va s'agir... Ils ne s'entendent pas. Sur le minimum nécessaire. Et c'est quoi ce minimum? Qu'est-ce qui les oppose? Non, même que cela... Quand vous lisez notre analyse qui parle de ce qui empêche la coalition d'aller de l'avant, vous voyez que en réalité, je vais utiliser donc une expression de cuisine, c'est un ragoût donc on nous a concocté, c'est-à-dire des partis qui ont des idéologies parfois diamétralement opposées, qu'on met dans un ensemble. En réalité, ils feront l'effort de ne pas exploser leur divergence. Personne ne les a mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Quand je dis on met ensemble, c'est-à-dire que c'est une façon de parler. Les circonstances, selon les circonstances et selon aussi la vision du peuple qui demandait à ce qu'ils soient ensemble. Ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, ils ne s'entendent pas. J'ai dit ce matin sur votre antenne que certains veulent bien aller à gauche, mais d'autres, leur destination c'est à droite. Et d'autres, ils ne veulent pas bouger, ils sont au centre. Donc, imaginez dans la tête, quand on est en groupe et qu'on se tire comme ça. Et alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on sent que les élections sont à nos portes. Et que la communauté, la CEDEAO va nous imposer des choses. Et ces choses, essentiellement, passeront par les urnes.
Donc, vous voyez les gens se déployer sur le terrain. Je vais terminer par là. Justement. Nous sommes aussi revenus sur le fait que Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, en réalité, est un régent, est le gestionnaire de la lutte d'Achadam. La lutte, qu'on le dise ou pas, a été déclenchée par un certain Achadam. Et jusqu'ici, dans l'imaginaire ou la conscience collective, c'est une lutte qui est incarnée, qui appartient à Achadam. Achadam n'est pas là, donc il y a un gestionnaire de Où cette est-il lutte. Bon, c'est à vous que je vais poser cette question, mais je ne vais pas la poser. Mais pourquoi? C'est une indiscrétion. Non, Achadam n'est pas là. Il le reçoit quand il veut. Il y a un gestionnaire de sa lutte. Il y a un régent de sa lutte. Quand il va revenir, il va prendre sa lutte. Mais le régent a compris que si il continue comme ça, il risque de perdre les élections législatives. Donc, il faut faire un effort pour mettre fin à cette image ou à ce rôle et aller sur le terrain travailler. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait. Et les autres aussi ont compris que s'il fait ça, il faut aussi commencer par travailler. C'est pour ça qu'ils sont tout le week-end sur le terrain. Ça crève les yeux non, même d'un aveugle. C'est pour la remobilisation pour les Je dis ça crève les yeux même d'un aveugle. Donc vous comprenez que c'est évident. Mais ça, on a compris. Mais ça n'a rien d'étonnant. Nous, notre deuxième titre, quand l'estrade a paru, nous l'avions dit. Fabre Tipi, l'équilibre précaire. C'est dans l'ordre normal des choses quand on est en politique. Les circonstances vous mettent ensemble, mais on n'oublie pas quand même que chacun a ses petits intérêts. Donc ça n'a rien d'étonnant. Et d'ailleurs, quand vous prenez même l'histoire de notre lutte politique, on l'a souvent dit ici, Agboibo s'est retrouvé Premier ministre, il s'est retrouvé seul. Kofigo, regardez le sort de Kofigo. Donc écoutez, ben voilà, on est en politique et ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est comme ça. On n'a pas besoin d'être intelligent pour le percevoir et le comprendre, comme le disait Alirou Tchakala ici, mais seulement, comme Alirou le disait, quand on continue comme ça, et que de l'autre côté, ça sert bien évidemment, les gens disent dans ce pays, ça offre le boulevard, mais nous sommes en face d'une situation sociale aujourd'hui du Togo que vous voyez. Oui. Cette situation est en lambeaux. C'est parce que, au niveau politique, on n'a jamais su trouver un juste milieu pour que le Togo puisse vraiment respirer. Vous savez, chez nous au Togo, il n'y a pas de juste milieu. Soit vous êtes à droite, ou soit vous êtes à gauche. Ben écoute, ça se dit sur les lèvres. Ça se dit sur les lèvres. Je donne tout à l'heure aussi la parole à Isidore Akolor pour relancer le débat sur le quart de Maître Yaovi Agboibo, puisque Afripresse.info a révélé en fin de semaine dernière que Maître Yaovi Agboibo a écrit une lettre aux membres de la coalition récemment pour leur demander qu'il faut qu'ensemble ils réfléchissent pour un nouveau format des discussions. Visiblement, sa proposition n'a pas été acceptée par les membres de la coalition. Avant, vous voulez dire quelque chose? Non, mais s'agissant de ce pot de fleurs, c'est une image que nous présente la coalition, c'est vrai. On n'a pas besoin de rappeler qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies, ils le savent. Aujourd'hui, on ne leur apprend rien. Ils savent que non. La preuve, sont de partis différents. Ils sont de partis différents. Ils n'ont pas la même façon de lire la chose politique. Mais à un moment, ils ont accepté de se retrouver ensemble. Leurs partis ne sont pas nés dans les mêmes contextes politiques. On n'a pas besoin de leur fredonner ça. Mais ils s'y plaisent comme ça. Ils acceptent. Et aujourd'hui, les gens même ont démenti. Certains ont voulu même faire croire que non, ça ne va pas, le torchon brûlerait entre certaines entités de ce regroupement. Mais ils ont quand même dit que non. Oui, ils sont là. Comme Ouro Tchatipi qui l'a dit. Ils sont là et qu'ils iront jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine union sacrée au-delà même de certaines convictions que les uns et les autres partageraient. Maintenant, il ne faut pas penser à qui fait quoi, est-ce que les gens là vont se retrouver et quand il s'agirait du partage du gâteau entre griffes. Maintenant, le problème c'est que ça fait 25 ans que nous sommes là, nous tournons autour du pot. Le pouvoir ne se retrouve pas, c'est vrai, quoi qu'on dise, hein. Si le pouvoir se retrouvait dans ce qui est en train de se passer, on n'irait pas confiner les gens dans une zone. Que non, c'est là que vous pouvez marcher. Ça veut dire que le pouvoir aussi est en train de prendre des coups. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut seulement pointer le regard en direction de ceux-là qui peut-être un jour ou chose vont peut-être s'effondrer, ne vont plus se retrouver dans une synergie d'action? Non, mais il faut aller à l'essentiel. Cet essentiel-là, c'est la réforme. Je ne sais pas, mais quoi qu'il advienne,
c'est que les gens là auront quand même à nous imposer des choses. Il y a une dynamique sous-régionale qui prévaut. Et si le Togo va être cette tache noire là qui viendrait peut-être salir les choses là, bon, il faut, la CEDEAO prendra les responsabilités qui s'imposent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où les gens ont failli de se surpasser, de se transcender pour donner le meilleur que le peuple attend, là, il faut s'attendre à un diktat venant de la CEDEAO. Alors, Isidore, pourquoi est-ce que vous dites que Maître Yaovi Agbouibo est dans un mauvais rôle aujourd'hui au niveau de la coalition? Non, avant de répondre à cette question, je voulais placer un mot sur la situation qui prévoit actuellement au Togo et que nous sommes en passe de laisser le pays géré par la communauté internationale, en l'occurrence la CEDEAO. Le pays, j'ai l'impression que nos politiciens se comportent comme des adultes incapables de régler leurs problèmes et à qui on va donner des prescriptions ou des injonctions à régler le problème. C'est en cela que moi, je me dis que c'est une honte nationale. Vous êtes un peu déçu. Très déçu, et j'ai honte d'être Togolais. Non. J'ai honte d'être Togolais, ça je suis sincère, parce que je ne peux pas comprendre un pays qui regorge de potentialité, d'ingéniosité, ne peut pas sortir de la crise et que c'est la CEDEAO qui viendra nous imposer une feuille de route. Ça, je ne peux pas l'admettre. C'est un échec. C'est un échec cuisant de la classe politique. Bien. Et personnellement, du président de la République, qui devait donner le là, qui devait montrer la voie, parce que c'est lui qui est aux affaires. C'est à lui de dire, quand ça s'est passé en Guinée-Conakry, mais Alpha Condé a appelé son opposition, ils ont discuté, ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils n'ont pas besoin des gens de l'extérieur pour venir leur dire faites ceci, faites cela. Et si le peu de temps qui reste, le Togolais n'arrive pas à régler, ou la coalition, la C14 et le pouvoir n'arrivent pas à régler, ce serait une honte nationale. Bien. Ça, alors, maintenant, revenons à la question de Maître Agbouibo, quand je disais que c'est un sabotage de la C14, c'est une proposition, une lettre qu'il a eu à adresser et à la coordinatrice et aux membres de la coalition pour revoir la stratégie des négociations. Oui. Bon, ça, il a parlé du format du dialogue. Le format du dialogue, c'est une très bonne chose. Mais cette discussion doit être menée en vase clos et trouver un terrain d'entente. Là où je me suis senti frustré, c'est qu'il voulait le faire passer son idée par médias interposés. Et là, ça fragilise. Comment par les médias interposés? Mais c'est les médias. Ce courrier, selon nos informations, a été envoyé depuis le 21 mai. Depuis le 21 mai, à qui? À la coalition. À la coalition. Aux membres de la coalition. Et quand est-ce que les histoires ont commencé? Les journaux ont révélé que le 2 juin. Mais oui. Le 3, non. Mais le 3. Comment la fuite est arrivée? Ce n'est pas une fuite. Mais alors là, c'est d'une conférence, au détour d'une interview à la sortie de la rencontre avec les responsables de la CEDEAO. C'est à la suite de ça que la lettre est parvenue dans les rédactions. Quelle idée est cachée derrière? C'est là où je m'interroge. D'accord. Et venant d'un certain Agbouibo, qui a eu l'opportunité, si aujourd'hui nous sommes là à parler des réformes, c'est Agbouibo qui a refusé de faire les réformes. Comment Agbouibo a refusé de faire les réformes? Mais quand il était aux affaires, quand il était Premier ministre, et les langues se sont déliées. Vous suivez, quand à Pévon et ses acolytes, bon, on dit que mais ça suffit, il faut que nous puissions dire la vérité au peuple. Ils ont dit quand là, ils ont interpellé Maître Agbouibo d'opérer les réformes. Il dit que en opérant les réformes, ça va profiter à l'UFC à l'époque. Oui, c'est ce que les dissidents avaient dit. Mais alors là, est-ce qu'il faut les croire véritablement? Pourquoi ne pas les croire? Est-ce que c'est à la sortie qu'ils disent ça? Mais c'est comme si je sais pas. Pourquoi je parle de langue, que les langues se sont déliées. Et si vous traînez derrière vous un préjugé aussi défavorable, je pense que
à l'âge que vous avez, il faut faire profil bas. Merci beaucoup. Pour pouvoir... Je vais vous donner la parole sur le sujet, sur le cas Agbo-Ibor. Vous penserez comme Isidore? Oui, je rejoindrai un peu Isidore avec une petite nuance. Le cas fait partie de la C14. Bien sûr. Et il se retrouve pour discuter. Pourquoi envoyer une lettre si en interne on peut discuter du format? Peut-être prendre date. Non, on peut le faire en interne. On peut le faire en interne. On n'a jamais cloué le bec à qui voudra prendre la parole et faire des suggestions, je crois. On peut même faire un mémo d'une rencontre. On peut faire le mémo d'une rencontre et l'exposer aux autres. Et il défend son point de vue. Mais voilà. Il défend son point de vue. Mais envoyer les trucs à la C14, c'est comme lui, il est externe à la C14. C'est comme il ne fait pas partie de cette C14. C'est moi mon jugement. Donc, étant membre de la C14, il aurait été opportun, à mon humble avis, que Monsieur Maître Agbo-Ibor expose les motifs pour lesquels il voudrait un nouveau format par rapport à ce dialogue. Là, les gens auront peut-être des ajouts, des trucs à faire, mais sortir, écrire une correspondance envoyée à tous les membres, moi je crois qu'il y a quelque chose qui est visé derrière cette correspondance envoyée. C'est vous qui avez accordé l'interview à Maître Yaouli Agbo-Ibor. Oui, bien sûr. Je crois qu'on est en train de on est en train de créer une tempête dans un petit verre d'eau. Et cette affaire n'est pas une affaire aussi grande que ça. La date, et la lettre a été envoyée 2 semaines après que nous ayons eu l'information. Donc, et nous savons que la lettre a été débattue au sein de la C14. Il y a eu un débat. Chacun a donné sa position. Donc, ça, c'est clair. Visiblement, le cas a été mis à minorité. Bien sûr, ça, c'est clair. Et donc, pourquoi ça a senti le besoin de revenir là-dessus? Qu'il revienne ou pas, nous, on a fait un travail de journaliste, bien sûr. Donc, on a découvert la lettre. On en a parlé. Et je m'étonne, c'est-à-dire, on est aussi en démocratie, chacun peut prendre position par rapport à ses propositions et il peut en parler ou ne pas en parler. On a vu ici les Dupuis qui sont arrivés, qui sont montés sur les médias et ont tiré sur le PNP. On en a parlé. Il y a eu Tchatikwi qui a tiré sur l'ANC la dernière fois, mais ils sont membres du cas et de la C14. On en a parlé, on n'a pas fait de ça, voilà, la polémique du siècle. Donc, le CAR en parle, on en parle, il n'y a pas de polémique. Donc, je crois qu'il a donné sa position sur la question. Et mon confrère dit qu'il avait honte d'être Togolais. Et je crois que Agbo-Ibor aussi, c'est dans cette dynamique-là, pour que la CEDEAO ne reprenne pas le dialogue entre les maîtres de Togolais, présente des Togolais comme des incapables, il a voulu qu'on aille vite à un nouveau format et que chacun accepte et qu'on puisse montrer à la CEDEAO que non, puisqu'on a décidé plutôt d'avoir un nouveau format pour faire évoluer les choses. Moi, je remercie. C'est la presse qui fera le travail à sa place. J'ai juste 45 C'est la presse qui fera le travail à sa place. Attendez, s'il vous plaît. Non, de toute façon, je remercie Olivier Adja d'avoir dit qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et je l'ai dit ici. Les gens sont en train de nous mener en bateau, de nous berner. Ils ne sont pas sérieux, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Nous avons quel âge aujourd'hui? Toi, moi, on a fait le collège ensemble. Bien sûr. Les gens ont vidé notre jeunesse à nous. Où est-ce qu'on est en train de nous mener? Non, mais il faut qu'on s'arrête. Messieurs, merci beaucoup. J'aurais aimé quand même évoquer avec vous le cas de Alassane Dramane Ouattara qui a sonné une tempête autour de son fauteuil cette semaine à Abidjan. Oui, mais il est en train de monter les enchères. Alassane Ouattara a montré qu'il a échoué et que, bon, derrière lui, ça sera... Et puis, il remet la vie de toute une république, il circoncit ça à sa propre personne, que lui ne sait pas ce qu'il en sera si lui... Non, je crois que ça fait un peu bas. Bon, ailleurs, on aime le licite, comme au Niger, vous voyez, les gens ont pris leurs responsabilités. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Tchakala Alirou. Alassane Ouattara sur les traces de Fort Gnassingbé. Isidore Akolor, Actu Express, Kedanou Issifou, l'Estrade, Olivier Adja, Arakeli. Monsieur, merci beaucoup. Que le dernier virage des journaux se passe bien. Monsieur, merci beaucoup, merci Adja Prosper. Juste après nous, le journal. Ce sera avec Amen Assignon. Excellente journée. Au revoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.